Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire. Alors, avant que je vous présente notre intervenante, est-ce que vous pouvez me confirmer à l'écrit dans la fenêtre questions que le son fonctionne correctement et que la présentation est bien visible? Parfait. On nous confirme bon pour le son. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez bien aussi la présentation? Et puis voilà, tout est OK. Parfait. Eh bien, merci de nous rejoindre. Ce soir, on a la chance d'être avec Valérie Gastaldi. Alors Valérie, je te laisse le plaisir de te présenter. Oui, bonsoir à tous. Tu m'entends, Maëva? Je suppose que tout le monde m'entend, Oui, c'est bon? très bien. Très bien. Bonsoir à tous. Donc, je suis Valérie. Je travaille chez Day by Day depuis 2000. Après avoir été market maker sur les options, sur indices et sur actions. Et chez Day by Day, je fais de l'analyse. Je m'occupe particulièrement de la stratégie globale macro sur des horizons de temps qui peuvent être très longs, sur quelques années, et aussi sur du très court. Mais enfin, le gros de la réflexion, c'est sur le long terme, parce que tout ce qui est plus court, c'est plus simple. C'est plus systématique, disons, à mettre en place. Mais voilà, donc toute une vie professionnelle sur les marchés financiers et beaucoup essayé de comprendre et d'anticiper ce qui pourra se passer dans les jours qui viennent. Parfait. Eh bien, merci beaucoup Valérie. Alors, moi, je reviens rapidement sur l'avertissement. Cette présentation, bien sûr, elle est faite à titre indicatif. Vous allez être amené à voir de nombreux exemples. C'est juste là pour illustrer le propos de Valérie, hein. Ce n'est absolument pas un conseil ou une recommandation. Hop, je te passe la main. Oui. Alors, Voilà. voilà. Donc, montrer mon écran, celui-là. Voilà. Je me mets en plein écran. Parfait. On voit bien. C'est bon? Ok, Ouais. super. Bon, donc, bah, on a déjà fait un certain nombre de webinaires ensemble avec IG. Ma méthode est une méthode extrêmement simple, mais qui ne s'appuie pas sur des indicateurs techniques, et simplement sur la compréhension et l'analyse de la tendance avec un outil absolument clé et indispensable qui s'appelle le niveau d'invalidation. Alors, comme je sais que pour beaucoup de gens, support, stop loss, niveau d'invalidation, il y a une certaine confusion entre les trois notions, je vous propose que ce soir, on passe un petit moment justement à bien comprendre la différence entre tout ça et comment on les identifie sur les graphiques, parce que comme justement, c'est pas un indicateur technique, c'est pas un résultat d'un calcul mathématique, mais une interprétation et une compréhension des prix, ben c'est beaucoup d'expérience. Et dans certains cas, d'ailleurs, même avec l'expérience, il n'y a pas de réponse simple à donner, mais c'est une information en soi, de savoir qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Vous verrez qu'il y a pas mal d'exemples, parce que c'est quelque chose qui est pragmatique. On n'a pas préparé de sondage, parce que si on avait fait des sondages en vous demandant de choisir quel était le support, quel était le stop loss, avec des numéros pour répondre aux questions, etc., ça aurait fait beaucoup. Mais si vous voulez bien m'accompagner et apprendre, je vous incite à répondre quand je pose des questions, en passant par le chat, les questions, l'espace que vous avez pour vos réponses. Et c'est pas grave de dire des bêtises, vous êtes là justement pour ça. C'est comme ça que vous pourrez apprendre. Plus que si vous écoutez simplement, hein, le fait de se poser la question et de faire les erreurs, c'est parce qu'on fait les erreurs qu'on se souvient mieux de ces erreurs et que donc on progresse. Tant que vous ne faites pas d'erreurs, vous pouvez croire que vous savez et vous rendre compte un jour qu'en fait vous ne saviez pas. Donc allez-y, lâchez-vous et dites ce qui vous passe par la tête quand je vous interroge.
Tout à fait. Et s'il y Euh, a des questions aussi, vous pouvez les poser dans la oui, fenêtre questions, hein, et on y répondra au fur et à mesure. tout à fait, absolument. Voilà, alors vous connaissez cette fameuse phrase The trend is your friend, la tendance est ton ami. Et voilà, c'est vrai, la tendance c'est votre ami, sauf à la fin quand elle se retourne. Et en fait, le principe de base de l'analyse technique, c'est que la tendance se poursuit tant qu'elle n'a pas donné la preuve de sa fin. Bon, ce qui est une tautologie absolue. Et donc, les gens, quand on leur dit ça, disent qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à rien. Oui, quelque chose se poursuit tant que c'est pas terminé. C'est vrai, pas seulement pour la tendance, mais pour tout. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, tout notre travail, c'est d'apprendre à reconnaître le moment où la tendance se retourne, hein, comme là par exemple ce virage qui fait un U-turn, diraient les Anglais, une épingle à cheveux qui fait faire 360 degrés quasiment, par rapport à une tendance qui ne ferait que faire un virage à 45 degrés ou même 90 degrés, mais on peut dire que la direction générale se poursuivrait peu après avec un autre virage en sens inverse. Donc voilà, le travail, c'est de reconnaître si on est juste dans une pause ou bien si c'est une tendance qui s'est achevée et qu'on en commence une autre. Et en fait, savoir répondre à cette question, ça permet d'absolument tout faire sans aucun autre outil. Alors, quand on parle de tendance, en fait, en analyse technique, on distingue trois tendances. Il n'y en a pas deux, il y en a trois. Il y a les tendances haussières, les tendances baissières, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle une tendance neutre. Il y a une définition relativement précise de ce qu'est une tendance. Donc, pour identifier une tendance haussière, il faut que vous ayez deux creux, et alors donc deux creux que j'illustre en vert ici, et deux sommets qui sont en rouge, qui sont plus hauts deux à deux, donc les deux creux doivent être plus hauts l'un que l'autre, et les deux sommets doivent être plus hauts l'un que l'autre, et il faut qu'ils soient intercalés. Hein, d'accord? Donc, vous allez lire bien sûr votre graphique en partant de la gauche, et dès que vous avez deux sommets qui suivent avec deux creux qui suivent et qui sont plus hauts, c'est que vous êtes dans le cadre d'une tendance haussière. La tendance baissière, c'est l'opposé. Donc, il nous faut deux sommets et deux creux qui soient plus bas deux à deux. Et ça, ce sont les conditions pour avoir une tendance baissière. Je crois à peu près que partout dans la suite, on ne parlera que de tendance haussière, mais il suffit de tout retourner pour avoir les tendances baissières. Alors, les tendances neutres, ben, c'est tout le reste. Hein, tout ce qui n'est ni haussier ni baissier, c'est neutre. Donc, si par exemple, vous avez deux creux qui sont plus bas l'un que l'autre et deux sommets qui sont plus hauts l'un que l'autre, ben là, vous êtes dans une tendance qui est neutre. Ou alors, si vous avez deux creux qui sont plus hauts, mais deux sommets qui sont plus bas l'un que l'autre, alors là aussi, vous êtes dans une tendance qui est neutre. Quand on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière, on passe toujours par une tendance neutre. C'est pas possible de faire autrement que de passer par une tendance neutre. On en reparlera sans doute un petit peu plus tard. Bon, donc c'est très simple sur le papier. Bien entendu, ce qu'il va falloir apprendre à détecter, c'est quels sont les creux et les sommets qui se répondent, qui appartiennent à une même famille? Parce que bien sûr, quand on regarde un graphique, à chaque fois que tous les jours, on a un plus bas, et donc potentiellement, tous les jours, c'est un creux. Hein, donc, qu'est-ce que c'est qu'une tendance haussière? Alors, je vous propose là quelques graphiques pour lesquels je vais vous donner des réponses. Les questions arriveront un petit peu plus tard. Donc, par exemple, sur ce graphique, qui est en base mensuelle, c'est le graphique d'Apple il y a 15 jours à peu près, le 8 novembre. Mais chaque barre est une barre mensuelle. Voilà,
l'ensemble des creux et des sommets sous lesquels j'ai tracé des petits traits. Et si vous débutez en analyse technique ou si vous débutez sur l'analyse de la tendance de façon rigoureuse, je ne peux que vous inciter vraiment, ça a l'air ridicule, mais c'est vraiment important, j'ai vu tellement d'erreurs être faites, à tracer les petits traits comme je le fais là à l'écran. Parce que parfois on peut ne pas voir des évidences parce qu'on a autre chose en tête et on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Donc là, vous voyez que mes sommets, bon, ils sont bien clairement à la hausse. J'en ai déjà 3 ici. Donc comme je vous ai dit qu'il en suffisait 2, c'est pas la peine d'aller en chercher des plus vieux. Il m'en faut 2, j'en ai 3. Et des creux, j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là, qui sont significatifs, c'est-à-dire ils sont à des niveaux qui sont franchement différents et ils sont intercalés. Donc j'ai creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet. Donc là, j'ai bien quelque chose qui correspond à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure de tendance haussière, donc en base mensuelle. Donc on peut se dire qu'à long terme, pour le moment, Apple est dans une tendance haussière. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Alors, je vous propose qu'on regarde le même graphique, mais là, on est sur une base hebdomadaire. Donc, chaque barre représente une semaine. Et on va aller marquer les creux et les sommets qu'on voit sur ce graphique. Alors, les sommets, on a très nettement celui-là. Après, on a celui-là. On a peut-être aussi celui-là que je vais essayer ça, voilà. On a peut-être aussi celui-là qu'on voudrait rajouter. Mais on en a au moins 2 là qui sont en hausse, peut-être un qui est en baisse, et puis on a celui-là. D'accord? Bon, là, on en a 3 ou 4. Sur les creux, on en a un ici, on en a un là, et puis on en avait un qui était là auparavant. Donc là, en fait, sur ce graphique, on voit qu'il y a une petite hésitation sur Apple. Elle n'est pas énorme, il y a des cas qui sont pires, mais on a quand même des sommets qui montent et des creux qui baissent. Donc potentiellement, on a une tendance qui est neutre à moyen terme. Je dis potentiellement parce que vous voyez que entre ces deux creux, il n'y a pas vraiment de différence. Et même entre ces deux-là, il n'y en a pas énormément non plus. C'est peut-être, on ne peut pas exclure le fait que j'ai pris ce point bas là, mais peut-être que c'est pas celui-là qu'il fallait prendre. Hein. Peut-être que celui-là, il n'était pas significatif et peut-être que c'était celui-là qui était significatif. Et si on prend ça, ça et ça, en fait, on voit que on est plus ou moins haussier et les sommets sont toujours haussiers. Donc vous voyez, c'est pas toujours évident. Bon, mais peut-être qu'on a une tendance qui est légèrement différente en données hebdomadaires et peut-être qu'on a une tendance qui est neutre ou plate en données hebdomadaires. Et là, on est toujours sur Apple, mais en données quotidiennes. Alors, le graphique aujourd'hui n'est plus le même, mais c'est ça justement qui est bien aussi, c'est qu'en données quotidiennes, pour le coup, imaginez qu'on n'a pas encore la clôture ce jour-là hein, et qu'on clôture sur le trait rouge, mais vous voyez qu'on a bien des traits rouges qui sont franchement orientés à la baisse à ce moment-là et des traits verts. Bon, les deux derniers, ils sont peut-être pas très très baissiers, mais en tout cas entre celui-là et celui-là ou celui-là et celui-là, on a nettement cette direction baissière. Quand on a tous nos traits qui sont indiqués, bon, on a quand même une tendance qui est à court terme baissière. Vous êtes d'accord avec moi ou bien vous voyez autre chose sur sur ce graphique? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a bien là la définition d'une tendance baissière?
Voilà, n'hésitez pas à intervenir, hein, à nous donner votre opinion. Il vous suffit d'écrire dans la rubrique questions et puis comme ça, on peut voir votre réponse. Ah voilà, ça y est, on a une première réponse qui nous dit oui. Bon, alors, Jusqu'à présent, c'est OK. OK. Donc, si on résume les 3 derniers graphiques qui étaient tous sur Apple, hein, le premier en base mensuelle, il était haussier. Le deuxième en base hebdomadaire, bah, il était peut-être neutre. Enfin, il y avait une petite hésitation hein, entre ces creux et ces sommets. Et le troisième en base quotidienne, pour le coup, il avait ce biais qui était baissier en début novembre. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a plusieurs horizons de temps. Et ça, bien entendu, c'est une difficulté du travail d'analyste qui demande aussi un petit peu d'expérience. C'est que il faut savoir ce qu'on regarde, il faut être cohérent sur ces horizons de temps, il faut utiliser le bon horizon de temps pour le trading qui nous intéresse et il faut en utiliser aussi plusieurs en même temps. Moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir un premier horizon de temps, on va dire qu'on l'appelle long terme, qui va vous donner le sens de l'opération. Donc, quand vous regardez votre tendance long terme, bah, si elle est haussière, vous allez vous dire, bon, il va falloir que je cherche des achats. Vous allez avoir un deuxième horizon de temps qu'on va appeler moyen terme, qui va vous permettre d'identifier le niveau d'invalidation. Le niveau d'invalidation, c'est celui qui met fin à la tendance haussière qui va vous intéresser, puisque vous allez acheter. Donc, vous allez chercher une tendance haussière dans laquelle vous achetez et vous voulez votre niveau d'invalidation de la tendance que vous achetez. Et puis, un horizon de temps court terme qui va vous donner un petit peu plus de détails sur l'évolution des prix et qui va pouvoir vous permettre d'affiner votre point d'entrée. Alors, quand je dis long terme, moyen terme, court terme, c'est complètement relatif. Ce qu'il faut, c'est avoir 3 graphiques avec des horizons de temps différents. Donc, vous pouvez travailler, par exemple, comme je vous ai montré précédemment, avec du mensuel, de l'hebdomadaire et du quotidien. Ou alors, vous pouvez faire de l'hebdomadaire pour la tendance, du quotidien pour l'invalidation et pour votre point d'entrée, un graphique en 2 heures, 120 minutes. Ou alors, vous pouvez faire un quotidien qui est votre long terme, un 2 heures qui est votre moyen terme et un 30 minutes qui est votre court terme. Alors, vous pouvez descendre encore, vous pouvez faire du 4 heures, 1 heure, 15 minutes. Ce qui compte quand vous choisissez 3 horizons de temps pour avoir ces perceptions complémentaires, c'est que vous ayez un écart entre chacune de vos périodes qui soit au moins du triple, enfin entre 3 et 4 idéalement. Ça peut être 3 et 5, mais il ne faut pas que vous soyez sur du 1 pour 2. Donc par exemple, travailler avec du 30 minutes, 1 heure, 2 heures, ça ne sert à rien. Vous regardez 3 fois la même chose en gros. C'est 30 minutes, 2 heures quotidien. Vous n'ayez pas vraiment d'intermédiaire possible. Sinon, il faut que vous ayez plus court, comme je disais tout à l'heure, 15 minutes. 60 minutes, ça nous fait 4 fois plus. Du 4 heures, bah, ça nous fait bien 4 fois plus encore que du 60 minutes. Donc, à chaque fois, dans les horizons de temps que je vous ai proposés, dans les triplettes d'horizons de temps qui se répondent, vous constaterez qu'il y a ces écarts qui sont de 3 à 5, ce qui vous permet d'avoir vraiment un contenu qualitatif sur chacune de ces tendances qui soit différent et non pas redondant. Alors, on va penser là à l'application un petit peu de cette tendance, de l'identification de tendance à nouveau. Je vous ai mis un graphique en cours de clôture. Alors n'hésitez pas quand vous regardez les graphiques si les choses, si vous n'êtes pas bien sûr des niveaux qui sont importants, etc., à passer en cours de clôture, parce qu'en cours de clôture, ce qu'on voit, c'est l'essentiel. Et c'est d'ailleurs bien plus important que les barres dans l'ensemble. Donc,
ici, à l'œil nu, là, comme ça, parce que vous ne pouvez pas tracer de petits traits comme je vous l'ai proposé sur mon graphique, mais quelle tendance est-ce que vous me proposeriez pour ce graphique? Est-ce que pour vous, on est haussier, baissier ou neutre? Alors là, tout le monde nous dit haussière aisément, tendance haussière, haussier. À une Oui, personne qui nous dit quand même neutre, mais ok. sinon, oui, beaucoup de haussiers, hein. Ouais. Donc, on commence toujours à lire le graphique par la gauche. Donc là, on a un sommet. Là, on a 3 sommets, mais qui en fait sont le même, hein. Et puis, sans doute que le sommet significatif précédent, il est là. Et en termes de creux, on en a un qui est là, on en a un qui est là, et là, on en a 3, mais qui sont le même. Voilà. Donc, si je trace les traits, ce que vous ne pouviez pas faire, ben, je dois bien constater que cette tendance, elle est toujours haussière. Alors, c'est sûr que l'écart entre ces deux points-là, il est peut-être un petit peu moins étendu que l'écart entre ce point-là et ce point-là, ou entre ce point-là et ce point-là, mais la tendance, elle n'est pas réglée tout le temps sur la même vitesse, donc vous voyez, elle a peut-être un petit peu ralenti. Mais là, on se dit, la tendance est haussière. J'ai rajouté quelques points, hein. Vous voyez que là, on avait fait ce petit rebond, hop, c'est-à-dire qu'on était là tout à l'heure. Maintenant, on a ces données-là supplémentaires. Donc, à ce jour-là, pour vous, quelle est la tendance? Est-ce qu'on est toujours en tendance haussière? Alors, n'hésitez pas à nous dire, est-ce que pour vous, on est toujours en tendance haussière ou pas? Toujours même chose que tout à l'heure dans la fenêtre question. Alors, on a quelques réponses. Neutre, on passe en tendance neutre. Neutre range, neutre encore. Donc, quand Ouais, même, beaucoup de neutres et puis un bien, petit bien, peu de ouais. range. Donc, Ouais. on C'est sans a, doute un retracement aussi, on a. alors, retracement, pour moi, ça a un sens particulier, donc je ne sais pas très bien ce que vous entendez par retracement. Euh, donc, je trace mes sommets. J'ai ce sommet-là, ce sommet-là. Le précédent, il était là. Et en termes de creux, bon, ça, c'est pas très significatif. J'ai celui-ci qui est là, et puis celui-ci qui est là. Mais c'est vrai que ces deux-là, ils sont quand même pas très, très différents, hein. Ils sont presque au même niveau. Donc, on a une petite hausse sur les creux et maintenant, on a deux sommets qui sont plus bas les uns que les autres. Donc, on a une tendance qui, depuis longtemps, a été haussière, mais, et peut-être que c'est ce que vous entendiez par retracement, on s'est interrompu, on est passé en tendance à peu près neutre, c'est-à-dire que ce marché est en train de faire une pause dans la tendance haussière pour le moment. C'est tout ce que l'on sait. Et là, on est toujours en tendance neutre. Est-ce qu'on revient en tendance haussière ou est-ce qu'on est en tendance baissière, selon vous? Alors, dites-nous, on est passé en baissière. Si on trace une oblique, on est plutôt baissier. Je vois des hauts de plus en plus bas. Avec les tracés, on verrait presque une tête-épaule, baissier, et encore deux baissiers. Bon, très bien. Alors, effectivement, sommet. Ah, excusez-moi, j'ai mon chien qui s'énerve là, il voit un oiseau dehors. Donc, on a deux sommets baissiers. Bon, là, on a un nouveau creux, hein, clairement. On a un creux là, un creux là. Et puis, on avait celui-là qui était là, mais finalement, il a été bien enfoncé. Donc, on a bien deux sommets et deux creux, c'est sûr, hein, on ne peut pas y échapper. Donc, on a bien un début de tendance baissière. Alors, oui, on a effectivement une tête-épaule. Ici, épaule, tête, épaule. Et puis, on avait la ligne de cou. Bon, je ne l'ai pas très bien tracée, mais en gros, on avait une ligne de cou qui était ici. Mais en fait, les têtes-épaules et les figures, ça ne sert à rien, hein. Vous avez vu qu'on est passé en tendance baissière sans parler de la tête-épaule. Parce que comme je vous l'ai dit au début, la tête-épaule et toutes les figures, absolument toutes, sont des périodes de la tendance qui
vous font basculer de positif à négatif par une phase de neutralité qui est plus ou moins longue. Dans la tête-épaule, la neutralité, elle est sur la deuxième partie de l'épaule. Si vous avez un double top, elle est quasiment nulle, cette phase de neutralité, mais enfin, elle existe quand même un petit peu. Si vous avez un rounding top ou un rounding bottom, là, vous avez une très longue phase de neutralité. Bref, et dans les triangles, vous avez des phases de neutralité, puisque, je vous le rappelle, donc le triangle, c'est ça. Hop, voilà. Donc, vous avez toujours deux sommets et deux creux qui sont en sens opposé. Donc, vous avez bien une période de neutralité sur le triangle aussi. Donc, voilà. Donc, les figures, ça n'apporte rien de plus que l'analyse de la tendance. C'est juste des cas particuliers. Alors, quelle est la différence entre ici et là? On est retourné faire un nouveau plus bas. Donc là, on est d'accord qu'on est encore plus en tendance baissière. Je ne m'arrête pas pour vous poser la question parce que vous avez déjà tous bien répondu tout à l'heure. Mais c'est vrai que cette fameuse tête-épaule, elle a permis de faire ce qu'on appelle le pullback, pas tout à fait bien, mais enfin à peu près correctement sur l'ancienne ligne de coup et on est reparti à la baisse. On aurait pu rebondir un peu plus, mais tant qu'on a cette succession de sommets, donc en fait on aurait pu rebondir jusque-là avant de rebaisser potentiellement, hein, on aurait toujours eu une succession de sommets en hausse et une succession de creux en baisse. Donc, on serait resté dans une tendance baissière. Et là, vous le sentez comment cette tendance? Là, on a un premier commentaire. Souvent, il y a un pullback comme ici. Donc ça, c'est Oui. notre premier commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent, donc baissier plutôt, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous dire un petit peu quel serait leur sentiment par rapport à ce mouvement de marché? Non, pas plus de commentaires. Baissier alors. Bon. Ah, ça y est, Parce qu'il n'y a pas range beaucoup de gens. neutre, baissier et ensuite neutre. Donc en tout cas, pas de haussier Ouais. là, c'est que du baissier ou neutre. Ouais. Et il est plus dur, hein, celui-là. Il est plus dur. Et alors, qu'est-ce qu'on va se dire? Donc, on commence toujours par marquer nos points hauts et nos points bas. Alors là, c'est clair qu'on en a un, hein, on le voit bien. Là, celui-là, il est énorme. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que ça, c'est un creux? Et est-ce que ça, c'est un sommet? On a le droit de se poser ces questions-là. En fait, ni l'un ni l'autre, mon général. Pourquoi? Parce que, imaginez que on continue à monter comme ça. Alors, est-ce que vous pourriez mettre encore une barre de sommet à ce niveau-là? Non, vous ne pouvez pas. Votre barre de sommet, elle aurait été portée au fur et à mesure. Hein, vous auriez mis la barre ici et puis le marché, il aurait continué à monter. Alors, vous auriez été obligé de l'enlever et vous auriez pu en remettre quelques jours plus tard, par exemple, le jour où on arrivait là, hein, on n'a pas encore ce qu'il y avait au-dessus. Le jour où on arrivait là, on aurait pu se dire, ah ben tiens, c'est le sommet, on aurait mis la barre ici, puis on continuait à monter. Donc, en fait, il est très important de se souvenir que pour mettre une barre de sommet, il faut que le sommet qu'on compte, il soit au-dessus d'un sommet précédent. Il faut vraiment qu'on soit au-dessus du précédent niveau qu'on avait identifié comme creux ou comme sommet. Parce que sinon, on ne sait pas si c'est définitivement un sommet. Regardez, de la même façon, s'il est pris pour le plus bas, hein, si on se disait là, c'est un plus bas, parce qu'on est parti d'ici, on est arrivé là, ce mouvement-là, il est terminé. Mais en fait, si vous faites ça comme ça, ce creux-là, est-ce qu'il est définitif ou pas? Alors, oui, à la rigueur, là, on peut se dire qu'on aurait eu un sommet là et un sommet là. Alors,
Mais vous voyez, il y a cette problématique de est-ce que ce creux ou ce sommet, est-ce qu'ils sont définitifs? Et alors, c'est difficile parfois de répondre à cette question. Et là, en l'occurrence, on se dit que, donc, moi, ça m'arrive de faire les petits dessins, hein, comme ça. Je me projette, je me dis, qu'est-ce qui se passe si ça monte et qu'est-ce qui se passe si ça baisse? Qu'est-ce que je vais pouvoir penser à ce moment-là? Alors, donc, si ça monte, on a vu que ce sommet-là, il n'était pas du tout significatif. Si ça baisse, en fait, potentiellement, ce sommet-là, il serait significatif. Et qu'est-ce qui me permet de répondre à cette question? J'ai une règle qui admet des petites entorses, mais dans un cas particulier. Mais j'ai une règle qui est assez importante. Pour que un sommet puisse être significatif, la première chose, déjà, c'est qu'il y ait au moins 10 barres qui le séparent du sommet précédent. C'est un strict minimum pour que ça soit un sommet différent. Donc là, j'ai un horizon de temps qui est quand même bien plus important, ce qui fait que si on repart à la baisse, ce sommet-là, il va vraiment me paraître significatif, il va vraiment se voir sur un graphique. Vous voyez que, par exemple, dans ce cas-là, entre ce sommet-là et ce sommet-là, ils sont très proches. Et a posteriori, quand on regarde le graphique, on ne voit pas deux sommets différents à court terme. On en voit un seul, on voit celui-là. Mais ici, en fait, si le marché rebaisse, on va bien voir deux sommets significatifs. Donc, en fait, potentiellement, on pourrait avoir un nouveau sommet ici. Mais on ne le sait pas encore, parce que pour savoir si on a ce nouveau sommet, il faut que les prix rebaissent. Donc là, on a peut-être un creux, mais là, on ne sait pas encore si on a un nouveau sommet. Donc, tout ce que l'on sait au moment où je vous présente le graphique, ça, c'était nos hypothèses. Ça, c'était un exemple. Hop, ça, je l'enlève. Donc, on a imaginé plein de trucs et on va remettre la vérité du moment, à savoir, là, j'ai un sommet qui est très clair. Là, j'avais un creux très clair, un sommet très clair. Donc, en fait, et puis là, j'ai deux trucs qui sont quasiment alignés, hein, parce que l'écart, voilà, la différence entre ces deux trucs-là, je suis pas sûre qu'on puisse dire que ça soit vraiment quelque chose qui est en hausse. Donc, en fait, a priori, là, on est toujours en tendance baissière. Hein. D'ailleurs, on est toujours en tendance baissière. J'avais fait exprès en fait de choisir cet exemple qui était un petit peu traître parce que justement, alors je voulais pouvoir traiter ce cas qui était litigieux, sur lequel vous avez hésité, en vous montrant comment je raisonne dans ces cas-là quand c'est pas évident. Comment je raisonne pour savoir si c'est toujours haussier ou si c'est déjà haussier, si c'est déjà neutre ou si c'est toujours baissier. Et en fait, il faut se projeter pour imaginer des choses et donc être capable de se poser la question de quels sont mes creux et mes sommets qui sont déjà établis ou quels sont ceux qui changeraient si la tendance se poursuivait. Et s'ils sont amenés à changer, alors je ne peux pas les compter parce que à aujourd'hui, dans cette analyse de tendance, il est impératif que vous vous basiez sur ce que le graphique vous affirme, pas sur ce que vous imaginez. Tout l'objectif de l'analyse, c'est de faire le point sur ce que l'on sait et d'être capable de différencier aussi d'ailleurs ce que l'on ne sait pas. Donc quand on a des hésitations sur certains points, c'est bien de s'en rendre compte et de se dire tiens, je fais une petite note sur ce graphique, j'ai tel type d'hésitation. Ça affaiblit un petit peu ma conviction et si je peux trouver un autre graphique sur lequel j'ai moins d'hésitation, c'est mieux. Ce sera un graphique qui sera plus intéressant à exploiter pour faire du trading qu'un graphique sur lequel on a des hésitations. Voilà, donc là, on est toujours en tendance baissière. Alors,
bon, ça c'était l'AEX en 2022, donc c'est la chute d'ASML avec les valeurs technologiques en 2022 qui a entraîné cette belle tendance baissière qui a été annoncée par cette tête-épaule et qui s'est bien développée par la suite. Alors quand je vous disais tête-épaule ou pas tête-épaule, on s'en fout, hein, donc je vous l'ai dit plus tôt, c'était prévu à ce moment-là. Quand on identifie une figure, on est censé aussi pouvoir calculer un objectif. Mais là encore, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Parce que les objectifs, donc l'objectif de la tête-épaule, c'est la hauteur de la tête que l'on reporte à partir de la ligne de cou. Donc, si la ligne de cou, elle s'est cassée là, la hauteur de la tête, ça doit être peut-être ça. Hein, je ne sais pas, je l'ai fait au pif. 750 à 760 à 825, ça fait 65 euros. 760 moins 65, ça fait 700. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai à peu près été correct sur mon tracé. Donc, vous voyez que cet objectif, on l'a dépassé, et puis parfois l'objectif, on ne le fait pas. Donc, c'est dangereux, un objectif, parce que c'est un terme qui est fort. Quand vous vous dites, ou quand quelqu'un vous dit, ah, on a un retournement de tendance avec un objectif à 690, ben vous allez penser que on va aller à 690 et que à 690, ben, vous avez intérêt à vous racheter. Donc, c'est ce qu'on appelle un point d'ancrage en analyse comportementale. Et les points d'ancrage, c'est des choses qui vont modifier votre façon de penser. Quand vous arriverez à 690, vous allez chercher des opportunités de retournement haussier. Voilà, vous allez devoir combattre contre ce point d'ancrage si vous mémorisez le fait que les têtes-épaules a un objectif. Alors que parfois, même très souvent, les objectifs ne fonctionnent pas, ils sont très largement dépassés. Ou alors on les atteint pas du tout. Donc moi, les figures, c'est du marketing, mais en termes de prise de décision et d'analyse sur les marchés, la tendance est beaucoup plus puissante parce que elle est en amont de la figure. C'est beaucoup plus global et ça vous permet de traiter beaucoup plus de cas différents, une tendance, qu'une figure. Alors, arrivons-en à cette fameuse invalidation, parce que pour le moment, on ne l'a pas nommée. Et donc, je vous disais, on a 3 niveaux clés dans une tendance. On a des supports, on a une invalidation et on a des stop-loss. Alors, un support, c'est un niveau qui peut causer un rebond. Donc, vous baissez, quand vous arrivez sur un support, vous devez rebondir. Vous pouvez rebondir parce qu'on ne rebondit pas systématiquement sur tous les supports. Donc, il y en a plusieurs dans une tendance de support. Et dans l'ensemble, c'est un creux ou un alignement de creux. Donc, ça peut être un alignement de creux horizontal. Il marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que les alignements de creux obliques, mais ils peuvent exister aussi. Un retracement de Fibonacci, c'est aussi potentiellement un support s'il est confirmé par un point haut ou un point bas différent. L'invalidation, c'est le niveau qui, s'il est enfoncé, mettra fin à la tendance haussière. Bon, donc on a la même chose en tendance baissière. Hein. Un niveau, s'il est dépassé, qui mettra fin à la tendance baissière et on a des résistances, bien entendu. Donc, le niveau d'invalidation, c'est le dernier creux qui a permis de rejoindre un nouveau sommet. Donc ça, il faut le savoir par cœur. C'est le dernier creux qui a permis de rejoindre un nouveau sommet. Alors, je remonte sur mon graphique de définition de tendance. Voilà. Le dernier creux qui a permis de rejoindre un nouveau sommet dans tendance haussière, c'est celui-là. Hein, nouveau sommet ici, dernier creux. C'est mon niveau d'invalidation. Tendance baissière, ici, ce point haut ici, c'est pas un niveau d'invalidation puisque on a eu un autre sommet ici qui a permis de rejoindre un nouveau creux. Mais en écho à cela, hop, je vais essayer de, enfin voilà,
d'effacer ça. Si vous prenez le graphique le jour où on est ici, là, sur mon trait rouge, eh bien, à ce jour-là, vous ne savez pas encore si on va rejoindre un nouveau sommet. Donc, votre niveau d'invalidation, à ce jour-là, il n'est pas là. Il est là. Est-ce que vous me suivez là? Ça, c'est vraiment Alors, super important. voilà. Est-ce que vous avez Donc, suivi là? Et est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez des remarques, des questions? hein, Parfait. On me confirme que tant qu'on c'est n'a bon. pas dépassé ce sommet, ici, le dernier sommet, tant qu'on n'est pas arrivé là, par exemple, le niveau Ah, on me dit pas bien d'invalidation, compris. ah oui, Certaines personnes très claires. Bon, il y a les non, deux, non, mais soit très je le clair, répète soit pas bien compris. parce que vraiment, c'est super important et que je sais que c'est une erreur qui est très souvent faite. Donc, je regomme, comme ça, on peut recommencer. Donc, l'idée, c'est que la définition, c'est le niveau d'invalidation, c'est le dernier creux qui précède le dernier sommet. Donc, ici, le dernier sommet, il est là. Donc, le dernier creux qui le précède, il est ici, c'est clair. Mais je vous disais, si on en était, si la hausse s'était arrêtée ici, en haut de ce petit trait rouge, si la hausse s'arrêtait là, où est mon dernier sommet? C'est pas lui, parce que lui, il n'est pas encore sommé. Lui, il est là, mais demain, il peut faire ça. Et ça ne sera jamais un sommet. Donc, le dernier sommet, c'est lui. Et le creux qui précède mon dernier sommet, bah, c'est lui. Donc, tant que les cours ne sont pas montés ici, parce que j'efface, voilà. Quand votre cours il est là, alors vous savez qu'ici, ça sera forcément un nouveau sommet. Ça sera forcément un nouveau sommet parce que même si vous rebaissez, ben, vous êtes au-dessus de ce niveau-là. Donc, vous allez forcément tracer un trait ici. Vous allez dire, tiens, là, j'ai 2 sommets. Alors après, vous pourrez vous dire, oui, il n'est pas suffisamment haut, ou bien peut-être un problème de qualité du sommet. Mais enfin, vous avez quand même clairement un nouveau sommet. Donc, à partir du moment où vous voyez un nouveau sommet ici, c'est que votre niveau d'invalidation, maintenant, il est là. Donc, au fur et à mesure que la tendance se développe, le niveau d'invalidation de la tendance, il va monter. Au début d'une tendance, le niveau d'invalidation, il est en bas. Puis après, au fur et à mesure, le niveau d'invalidation remonte avec les cours. Donc, de la même façon, il baisse avec les cours. Donc, c'est pour ça que là, par exemple, la tendance neutre, on avait une tendance haussière, on a une tendance baissière, c'est les cas simples. Cette tendance neutre, par exemple, si on arrive, si auparavant on baissait, hop, on baisse, on fait un creux, on rebondit, on refait un creux. On est toujours en tendance baissière parce que là, on avait des sommets hein, avant. On a un creux, un deuxième creux qui sont plus bas et donc des sommets qui sont plus bas. Et puis tout d'un coup, boum, on bondit ici. On bondit, donc on a franchi ce sommet-là. Donc, ben voilà, on a 2 sommets en hausse et 2 creux en baisse, mais on n'a plus de tendance, on n'a plus de tendance baissière en tout cas. Peut-être que ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ça, ou peut-être on va faire ça et puis on va repartir à la baisse. On ne sait pas, on est juste en neutre, c'est-à-dire qu'on est en pause. Alors, hop, je refonce. Donc ça, il faut regarder des graphiques et puis se souvenir le dernier creux qui a permis de rejoindre un nouveau sommet. Alors le Alors, on a stop, une remarque par oui, rapport à ça, Valérie. Pour que l'invalidation soit validée, il faut que le prochain sommet soit au même niveau que le précédent ou plus haut. ou plus haut, tout à fait. Oui, il faut que ça Voilà. soit vraiment un nouveau sommet. Hein. Eh ben voilà, donc vous avez la Tant que réponse c'est du pas coup. un nouveau sommet, ben on ne sait pas si c'est un sommet. En fait, tant que c'est pas un nouveau sommet, on est potentiellement en train de créer une tendance neutre. On est peut-être en train de créer une figure en triangle, on est peut-être en train de créer un double top, peut-être en train de créer une tête-épaule, etc. Donc, vous voulez un nouveau sommet pour que votre niveau d'invalidation bouge.
Alors, il n'y a qu'un seul niveau d'invalidation par tendance. Des supports, il y en a plein, mais parmi les supports, il y en a un qui est plus important que les autres et c'est le niveau d'invalidation. C'est celui qui change la tendance, alors que vous pouvez avoir plein d'autres supports. Ils vont être plus ou moins forts, mais il y en a plusieurs. Et alors, le stop loss, alors là, c'est un terme de trading. Hein, en théorie, ce n'est pas un terme d'analyse technique, parce que en analyse, on ne fait pas d'opération. En analyse, on décrit un état du marché. On dit si le marché il est en tendance haussière, baissière, s'il est suracheté, survendu, s'il accélère, s'il décélère. Bref, on qualifie des faits. Stop loss, c'est un terme qui est utilisé en gestion d'une position. Il faut avoir ouvert une position et il faut décider d'un niveau qui va permettre de couper les pertes à un moment donné. Alors, on vous dit, bien entendu, qu'il faut utiliser des stop loss toujours quand vous faites du trading. Et je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. C'est clair que il faut couper les positions perdantes. Mais l'expérience, c'est que les gens commencent le trading et puis n'utilisent pas toujours leur stop loss. Ils le prévoient, mais ils peuvent l'enlever et ne pas l'utiliser. Et pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas leur stop loss? Dans la plupart des cas, c'est parce qu'en fait, il leur est arrivé trop souvent d'être stoppés par leur stop loss, donc de couper une position en perte, et que peu de temps après, le marché reparte dans le sens qu'ils avaient précédemment anticipé. Et du coup, après, ils se disent, bon, ces stop loss, c'est de la j'arrête de les utiliser. Non, c'est pas que les stop loss sont de la c'est que le stop loss, il est placé n'importe comment. Voilà, donc un stop loss, il faut toujours le placer dans ma méthode, hein, et sincèrement, j'ai aucun souci à appliquer des stop loss, moi, même si ça crève le cœur, mais c'est comme ça. Un stop loss, il doit toujours être placé sous le niveau d'invalidation et nulle part ailleurs. Donc, il y a des indicateurs automatiques qui vous permettent de placer des stop loss en fonction de la volatilité. Il y a des stops qu'on appelle financiers, style dès que le marché repère 3% par rapport à son plus haut, je sors. Dès que je perds 5%, 1%, 10 points, enfin bon, ça dépend de votre horizon de temps, de combien de l'horizon de temps sur lequel vous traitez, vous allez le fixer différemment, ce stop loss, mais c'est ce qu'on appelle un stop financier. Il n'est pas du tout basé sur l'analyse technique. Et c'est des stops qui sont dangereux parce que parfois ils marchent et parfois ils ne marchent pas. Et surtout, par marcher pas, je veux dire, ils vous empêchent de gagner aussi souvent qu'ils vous empêchent de perdre. Voilà. Donc on arrête de les utiliser parce qu'ils ne marchent pas convenablement. Alors que je vous assure qu'un stop, même si vous prenez un bon gros stop avec un gap baissier que vous n'aviez pas prévu, mais derrière, 3 semaines après, vous voyez que si vous n'étiez pas stoppé, vous auriez perdu le double ou le triple de ce que vous avez perdu au moment du stop, vous êtes super content. Et la fois suivante, vous allez l'appliquer encore parce que vous avez perdu de l'argent, mais vous en auriez perdu encore plus si vous ne l'aviez pas appliqué. Et donc, c'est ces stops-là qu'il faut utiliser. Et les seuls, à mon avis, qui soient intéressants. Alors, comment est-ce que on va différencier ces histoires de stop et ces histoires de support? Donc, là, je vous propose un graphique sur lequel j'ai mis 4 traits qui sont des supports évidents. Enfin, en tout cas, moi, je les ai trouvés évidents. Peut-être que vous, vous allez me dire qu'il y en avait d'autres, ou bien que vous trouvez que les miens, vous comprenez pas pourquoi je les ai mis en support. Mais n'hésitez pas à vous exprimer. Donc là, j'ai le plus récent. Ici, j'avais un petit sommet, boum, on a baissé et puis on est reparti. Hein, donc, on a un petit support. Là, on a un point bas de plusieurs barres qui fait suite à
un sommet ou deux, enfin, on a une petite pause. Bon, là, on a très clairement un creux bien marqué. Et puis là, on a un niveau qui a été testé déjà 2 fois avec des grandes barres. Et puis en plus, ici, il avait été testé en résistance et puis en tant que support. Donc lui, c'est un support qui a beaucoup de points de contact. Celui-là n'en a qu'un, mais ah zut. Voilà. Celui-là n'en a qu'un, mais il a pour lui le fait qu'il y a de la vitesse sur ce niveau. Et la vitesse, c'est forcément une indication d'émotion dans le marché. Hein, quand les gens sont dans la raison, dans l'évaluation, dans l'hésitation, etc., et ben finalement, ils se disent oh, je vais acheter un petit peu aujourd'hui, ou bien je vais vendre un petit peu aujourd'hui, mais peut-être que ça peut encore un petit peu monter, je pourrais vendre plus demain, ou peut-être que ça va encore un petit peu baisser, je peux racheter un petit peu plus demain. Alors que quand ils se disent « Ouh là là, mais ce marché est devenu super dangereux, il faut absolument que je le sorte immédiatement », ils vendent à tout prix et donc on fait des grandes barres. Et de la même façon, s'ils se disent que c'est une opportunité extraordinaire, ils veulent tous acheter en même temps et on a une grande barre haussière. Donc les grandes barres représentent la vitesse et l'émotion. Et l'émotion, c'est la base de la mémoire. Hein. Tout ce qui entre dans votre mémoire y entre d'autant plus profondément et réémergera d'autant plus facilement que l'événement a été accompagné d'une émotion forte. C'est pour ça qu'on se fait plein d'amis dans les temps difficiles, par exemple, et qu'on se souvient des périodes compliquées. Donc, On a oui, quelques remarques. Alors, oui. exemple d'un bon stop loss. Hmm. Donc ça, ce sera peut-être, tu pourras nous en montrer un tout à l'heure. Alors, il y a des remarques, mais les brokers simulent des mèches pour venir chercher exprès les stop loss positionnés au niveau que vous indiquez. Euh, bon, Alors euh, déjà, simuler une mèche, bah, je vois pas comment c'est possible. Vous vouliez peut-être dire que les brokers causent des mèches. Et je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est les brokers, parce que les brokers ne font pas d'opérations pour compte propre. Les émetteurs de CFD font des opérations pour compte propre, mais si vous pensez que ils vont gagner de l'argent en faisant ça, alors que ce sont des tout petits intervenants sur les marchés financiers, ben vous vous trompez complètement. Vous me diriez que un énorme hedge fund qui gère des positions qui font 10 milliards a des stratégies dans lesquelles il essaye de déclencher des ordres, je vous dirais, ça c'est vrai, il y a des hedge funds dont c'est la stratégie, sauf que des hedge funds, il y en a plein, et que quand il y en a un qui essaye de vendre, il y en a un autre qui essaye d'acheter. Donc, si vous croyez à la théorie du complot, eh bien, vous n'allez surtout pas sur les marchés financiers, quoi. C'est pas la peine de rester avec nous. Mais sur un marché liquide, non, on ne fait pas coter les cours que l'on veut, sauf sur quelques microsecondes où effectivement il y a des stratégies, mais qui font faire des choses sur toutes petites sur des toutes petites quantités, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient se mettre en face. Il y a toujours un autre hedge fund qui a la stratégie opposée. Et c'est certainement pas les brokers. Hein. Ils sont beaucoup trop petits, ils sont pas assez puissants financièrement. Voilà, donc non, les mèches, c'est l'émotion du marché. C'est vraiment l'émotion du marché. Vivez-les, soyez derrière vos écrans et vous pourrez comprendre l'émotion que vous vivez à ces moments-là. Et d'ailleurs, si vous êtes sur une toute petite valeur du second marché, que vous avez une très grande mèche et qu'il y a 10 titres traités, je retire ce que j'ai dit. N'importe qui a pu faire bouger le titre, et pas forcément un broker, ça peut être un autre petit intervenant. Mais quand vous regardez une valeur d'un grand indice ou un indice ou une devise ou ce genre de choses, c'est forcément un moment d'émotion.
D'autres remarques qui montrez-nous un bon stop loss, ça va venir, on va en Euh, parler. voilà. Euh, Non, il y aura une question, mais je la garde pour la fin parce que c'est lié D'accord. aux ouvrages que tu recommandes en analyse technique. Donc, on la reposera tout à l'heure. Ok, très bien. Donc là, vous prendriez quoi comme niveau d'invalidation sur ce marché-là, sur cette situation-là? Alors, Donc, n'hésitez pas à nous dire, hein, il suffit de sélectionner le chiffre. oui, 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas posé la question, mais on est d'accord que ce marché, il est haussier. Hein, donc, vous devez chercher les niveaux d'invalidation de la tendance haussière. Donc, quand est-ce que cette tendance-là, alors je ne vous parle pas de toutes celles-là, mais je pensais plutôt à cette tendance-là, quand est-ce qu'elle va cesser d'être haussière? Donc, quel est le niveau d'invalidation? Parce que le niveau d'invalidation, c'est le dernier creux qui permet de rejoindre un nouveau sommet. Donc, est-ce que c'est le 1, Alors, le on a 2, plutôt une le majorité 3? de 3. On a 4 fois la réponse 3 et 2 fois la Ouais. réponse 4. Pour moi, Et il deux n'y en fois a la pas réponse puisque 3? la Comment je tendance est compte? haussière. Deux fois la réponse 4? Oui, 2 fois la réponse 4, 4 fois la réponse 3. Ok, Pour moi, il n'y en a pas puisque la tendance haussière continue actuellement. Et ensuite, on a une fois le 2 et une fois le 1. Voilà. d'accord. Bon alors, on va commencer par 4. 4, c'est un niveau qui est assez intéressant, mais sur un horizon de temps moyen terme. Donc c'est pour ça que peut-être vous n'aviez pas fait attention, mais je vous avais proposé qu'on regarde cette tendance-là qui avait démarré sur ce point bas pour être un petit peu plus court terme. Mais effectivement, cette zone-là en 4, elle est très intéressante parce que c'est à partir de ce point-là qu'on a rejoint tout ça. Bon, mais donc c'est pas celui qui nous intéressait. Et pour vérifier que ce niveau est vraiment pertinent, je préférerais passer sur un horizon de temps moyen terme pour me rendre compte donc en hebdomadaire et avoir 5 ans d'historique pour me rendre compte de ce qu'il y avait précédemment sur ce graphique. Court terme, on a démarré d'ici. Alors bien sûr que le niveau 3 est un niveau, qui est pertinent comme niveau d'invalidation. Mais en fait, on a quand même beaucoup de barres. D'abord, on a eu de la vitesse et on a eu beaucoup de barres entre ici et là. Et à partir du moment où on franchit ce nouveau sommet, moi, je vais me poser la question de ce niveau d'invalidation ou celui-là. Voilà, et c'est pas facile de répondre. Donc, pour essayer de valider ça, normalement, je vais utiliser un retracement de Fibonacci et je vais prendre le niveau qui est le plus près du 38% de retracement. Et comme j'en ai un qui est là, hein, sur ce niveau 1, c'est celui que je vais conserver à court terme. Alors, je vous avais dit, je veux 10 barres entre mes niveaux. Alors, le dernier creux, il était là. Le dernier sommet, il était là. Le nouveau sommet est là. J'ai bien mes 10 barres. Mais ce creux ici et ce creux-là, je suis un petit peu juste. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon. Donc, en fait, je suis un petit peu juste, mais je suis juste bonne. Et à une barre près, donc je l'accepte. Je l'accepte parce que ici, j'ai un mouvement qui a été rapide. Et que la rapidité dans un mouvement peut venir, ça contracte le temps, hein, la vitesse du mouvement. Donc, mes 10 jours que j'exige d'habitude, là, ils sont devenus 9, mais je l'accepte. Et alors, il y a quelqu'un qui avait répondu que c'était la poursuite de la tendance précédente. Alors, si c'est la poursuite de la tendance précédente, oui, on revient au niveau d'invalidation sous 4, parce que toute tendance haussière ou baissière a un niveau d'invalidation. Même si elle se poursuit, il y a un niveau d'invalidation. Et ce niveau d'invalidation, vous allez l'utiliser pour placer votre stop loss, qui peut devenir en fait un stop profit. En général, on continue à les appeler stop loss, mais ça devient des stop profit. Parce que si vous avez acheté par exemple ici, parce que vous trouviez qu'on sortait d'une consolidation, on était dans une tendance haussière, etc. Vous achetiez là.
Bah, la tendance, elle n'a pas cessé de progresser. On n'a jamais enfoncé de gros niveaux. Enfin, ça dépend sur l'horizon de temps sur lequel vous vous placez, mais enfin, potentiellement, vous êtes toujours à l'achat. Mais n'empêche qu'il faut que vous remontiez votre niveau d'invalidation parce qu'il y a un moment où cette tendance, elle va s'arrêter. Il va quand même bien falloir que vous sortiez, quoi. Même si la tendance est votre amie et qu'il faut vous laisser porter par un mouvement le plus longtemps possible, il y a un moment où les tendances s'arrêtent et où il faut sortir. Voilà, donc Alors, il y a un niveau d'invalidation, il faut tout le temps le surveiller pour placer votre stop. Et la question, c'était comment on place un bon stop. Donc, si on se dit qu'on va placer, que notre invalidation, elle est en 1, ben, le stop, il va falloir qu'il soit un petit peu plus lâche que 1. Hein. Si 1, c'est 6600, vous n'allez pas mettre le stop à 5599, bien entendu. Alors, 5598, 5590, où est-ce que vous allez le mettre? Parce qu'il faut que vous tolériez un petit peu de volatilité intraday autour de votre point. Moi, j'ai une règle à nouveau assez simple, c'est que je regarde les barres qui précèdent. Alors, je ne vais pas regarder la barre d'extrême volatilité. Ces barres-là, elles sont un petit peu grandes, mais je vais regarder, vous voyez, une barre assez typique. Ça me semble être ça, par exemple. Ça me semble être la taille d'une barre moyenne. Et je vais mettre un stop qui soit, si ça fait 50 points, je vais prendre la moitié, 25 points, et je vais mettre 6600 moins 25 points, 5575. Bon, ça c'est... Oh, zut, j'ai cliqué. Donc ça, c'est ma première approche. Après, mais il faut... la solution idéale, hein, c'est vous avez ça en stop intérieur. Donc là, on ne parle plus de niveau d'invalidation, c'est en stop. Par stop intérieur, je veux dire que vous l'avez en tête. Et quand vous arrivez à 6600, 5575, vous passez sur votre horizon de temps inférieur. Souvenez-vous, je vous ai dit, vous avez 3 horizons de temps. Vous avez le premier qui vous identifie la tendance, le deuxième, le niveau d'invalidation, et le troisième, votre point d'entrée. Mais ça peut aussi vous servir à affiner votre point de stop loss. C'est-à-dire que si à 5575, vous y arrivez avec une volatilité intraday qui se produit une fois toutes les 3 semaines, bah, il faut tenir votre stop. Sinon, il faut l'appliquer. Et pour mesurer cette volatilité intraday, là, pour le coup, je vais utiliser un indicateur pour avoir une notion un peu objective et pas seulement ma peur ou mon envie. Et j'aime bien utiliser l'ADX, mais vous pourriez aussi utiliser des bandes de Bollinger et puis vous dire que vous voulez être éloigné de 3 sigma, d'une moyenne mobile 20 périodes. Enfin, là, il faut que vous ayez un indicateur qui vient vous aider à rester objectif dans un moment qui est un moment d'émotion, parce que c'est un moment où le marché va vite, où vous êtes en perte, puisqu'on parle de stopper une position perdante. Hein, ou alors vous craignez qu'il baisse plus le lendemain et donc de gagner moins, mais quoi qu'il en soit, vous avez à gérer un problème avec de l'émotion. Donc, de regarder un indicateur, ça peut vous remettre les choses, ça peut vous recadrer et vous éviter des bêtises. Mais la règle de base, c'est ça, c'est le niveau d'invalidation moins une demi-barre habituelle. Et quand on y arrive, vous avez le droit d'affiner avec sur l'horizon de temps inférieur pour voir si vous avez un risque important de franchir le niveau d'invalidation de 3 points, enfin, le stop loss pardon, de 3 points pour que ça reparte, ou bien alors s'il faut vraiment l'appliquer parce que on s'était arrêté un petit peu auparavant et que des indicateurs ne sont pas survendus et que donc le mouvement peut se poursuivre, le mouvement intraday n'est pas terminé. Voilà. alors, on avait une Oui, remarque, Valérie, quelqu'un ouais. qui nous dit bonsoir. Comment peut-on expliquer que le gold ait explosé le 30 avril, passant de 1977 à 2082, soit 105 points de hausse, alors qu'habituellement il évolue de 5 à 10 points maxi par jour. Les supports et résistances ne pouvaient rien pour assurer. J'ai d'ailleurs perdu un gros wallet. Alors, c'est vrai que c'est des excès de volatilité extrême. Oui, Comment on peut les expliquer? bah, je sais plus du tout ce qui s'était passé le 19 avril. Hein. Écoutez, alors là,
Il y a sans doute une explication d'une nouvelle qui a été donnée ce jour-là. Mais déjà, attendez, je vais regarder si le graphique. Euh, tac, 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 Como, parce que je m'en souviens pas du tout. Hein. Como métal, gold, hop, court terme. Donc le 19 avril, bah, c'était cette année, c'était par là, non, mai, avril, le 4, le 13, mais c'était cette année, le 19 avril 2023? Est-ce C'était que pas le c'était bien 19. en 2023 que vous posiez la question pour la personne qui nous demandait pour l'or? Alors, bah, en Parce que moi, attendant, on a une autre question. Est-ce que ces alors attends, stratégies attends, peuvent... Oui, oui, parce que là, en avril, je vois pas de volatilité particulière pour moi. alors Hein. je le redemande. Non, mais c'est intéressant parce que, parce que j'ai une autre réponse, mais J'attends de pas une confirmer hein, que réponse. c'était bien. Oui, 30 avril 2023. Ah, 30 avril 2023. Donc c'est ce point-là. Non, ça c'est mai, 3 mai, 2 mai. Il y a pas eu de volatilité particulière hein, le 30 avril 2023. Je suis désolée, mais donc là peut-être le 4 mai, mais le 4 mai. Donc, vous étiez vendeur si vous avez perdu de l'argent, mais vous avez vendu une tendance haussière. Donc, je n'ai pas d'autre réponse à vous donner que si vous aviez été à l'achat, dans le sens de la tendance, ben, vous auriez gagné tout ce que vous avez perdu ce jour-là. Il faut traiter dans le sens de la tendance. Et ça, si vous vendez les plus hauts avant d'être en tendance baissière, eh bien, vous êtes condamné à faire des grosses pertes. Il n'y a pas d'autre réponse, hein, mais ça, il va falloir payer plusieurs fois et continuer à faire la bêtise jusqu'à ce qu'un jour, franchement, vous en ayez marre. Mais c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde. Au début, on se dit oh là là, c'est trop cher, je vends. Ben non, quelque chose qui est très cher, c'est que tout le monde le veut. C'est en tendance haussière et donc la volatilité à la hausse, elle a une forte probabilité d'avoir lieu. Là, on est en tendance haussière et boum, ça décroche. Mais on avait un niveau d'invalidation qui était là, donc un stop qu'on venait placer un peu plus bas. Donc on perd de l'argent, ça dépend où on a acheté aussi, hein, ce qu'on perd. Mais derrière, ça continue franchement à baisser. On a été stoppé. Ici, tendance haussière et la hausse se poursuit. Mais voilà. Alors l'autre question, je Alors, suis l'autre désolée, hein, c'est pas question, une réponse c'était... sympa, mais c'est la vérité. Hein, ça. Oui, oui, bah autant, L'autre question, c'est autant l'être. Cette stratégie fonctionne-t-elle en scalping? non. Il n'y a rien qui marche en scalping. D'accord. Voilà. Donc, Eh ben, au moins, c'est très clair. scalping, Et si vous n'êtes pas un hedge fund avec des ordinateurs qui traitent sur quelques secondes, vous n'avez aucune chance. ben voilà, au moins, c'est transparent. Pertinent d'utiliser la valeur du true range pour prendre la marge, éventuellement, pour Oui, son vous stop? pouvez. Alors, sincèrement, pourquoi pas? Le problème des indicateurs de ce type-là, c'est qu'il faut que vous définissiez la période de calcul du true range. Le true range sur 4 jours, sur 4 mois. Hein. Comment vous choisissez cette période-là? Parce que ça va changer. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien le faire au nez, parce que sur le graphique, quand on regarde la période, eh ben en fait, on a une très bonne estimation des moyennes. Voilà. Moi, c'est mon expérience. Mais vous pouvez, là-dessus, chacun son truc. Pour passer du niveau d'invalidation au niveau de stop loss, il n'y a pas de méthode écrite parfaite. Il n'y en a pas. Il y a un moment où il faut juste décider et puis savoir que bah, peut-être qu'on va se faire avoir à un point. Et ça arrive à tout le monde de se faire avoir à un point. Si ça se produit 2 fois par an et que vous faites dans l'année 200 opérations, c'est pas grave.
Ce qu'il faut surtout pas, c'est avoir une méthode qui vous fasse placer des stop loss et que une fois sur deux, vous vous faites stopper pour 1,5% et que derrière, ça en prend 5. Voilà, ça, c'est pas un bon stop loss. Si vous êtes stoppé à un point, bah, il y a des moments où, hélas, c'est comme ça, on accepte et on peut pas l'éviter. 2 fois par an, ça peut se produire. Enfin, ça dépend du nombre d'opérations que vous faites. Si vous faites beaucoup moins d'opérations, moins. Si vous en faites plus, etc. Mais ça se produira toujours, hein. Il n'y a pas de zéro défaut, hein, sur les marchés financiers. C'est des statistiques et des probabilités seulement. Une Alors, autre question toujours sur... voilà, on a encore une autre Oui. question et après, je poserai celle sur les livres à la fin. Du coup, comme tu disais, le scalping, franchement, voilà, c'est pas quelque chose que tu recommandes. Pour l'intraday, swing, est-ce que ce sont des choses qui peuvent fonctionner? Alors, intraday swing, ça veut dire quoi pour vous? Parce que chacun a Alors, sa oui, définition. c'est vrai. Je pense que là, intraday, la personne veut dire de prendre des positions sur la journée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de position ouverte pendant la nuit, c'est vraiment sur la journée. Et swing, au contraire, ça va être plusieurs jours entre, disons, 2 et 7 Ah, donc jours. c'est deux types de positions différentes. C'est pas du swing en Voilà, c'est ça. intraday. C'est pour ça que je Non, non, c'est soit du swing, soit de l'intraday. Est-ce que ça D'accord, fonctionne avec ces deux méthodes? d'accord. Alors, sur le swing, donc sur des horizons de temps où vous allez travailler la tendance en hebdomadaire et votre invalidation sur du quotidien, oui, ça fonctionne. Sur toutes les tendances plus longues, ça fonctionne aussi. Euh, Quand on passe sur l'intraday, ça dépend un petit peu des graphiques que vous regardez. Il faut quand même que vous ayez une liquidité suffisante. Donc sur des actions, attention, il y a des moments de la journée où il ne se passe pas grand-chose. Entre 11h et 14h30, c'est souvent creux sur pas mal d'actions. Bon, pas sur Total, bien entendu, mais sur des petites actions du SRD, si vous faites du Maison du Monde, je sais pas moi, c'est pas la bonne heure. Vous pourrez pas la faire chez IG d'ailleurs, Maison du Monde. Donc il y a ce problème de liquidité. Il faut après connaître le marché sur lequel vous traitez, mais quand on est sur des plus petites valeurs, normalement on allonge l'horizon de temps sur lequel on traite, parce que comme on n'a pas la liquidité, on n'a pas la granularité souhaitée, il faut traiter sur un horizon de temps plus long. On ne va jamais faire de l'intraday sur une petite valeur. Voilà. Mais sinon, oui, ça fonctionne. Après, le 38% qui fonctionne très bien à partir des horizons de temps quotidiens et au-delà, sur l'intraday, il faut plutôt tabler sur du 50% pour choisir ses stop loss, parce que la volatilité intraday peut être un petit peu plus élevée en regard de la tendance que sur les horizons de temps plus longs. Donc, il y a des petits ajustements potentiellement à faire. Mais est-ce que cette méthode fonctionne? L'analyse chartiste ne connaît que la tendance. Et c'est la seule chose que les machines ne sachent pas faire. Donc, si vous voulez aller à un endroit où vous avez une chance de battre les machines, qui fonctionnent très vite et qui traitent à très court terme, c'est cette méthode-là qu'il faut utiliser, parce que vous serez toujours moins fort que les gens qui utilisent des machines. Ça, c'est une donnée, et pas seulement vous, hein, moi aussi, je suis moins forte qu'une machine, hein. Une machine, elle pense beaucoup plus vite que moi, donc sur un horizon de temps intraday, j'ai aucune chance. Intraday court, hein. Pour moi, intraday, c'est quand je regarde un graphique intraday, je vais rarement en dessous de 120 minutes sur mes graphiques intraday, parce que quand on va sur des graphiques en 5 minutes, il n'y a rien qui marche. Mais sur du 120 minutes, on porte la position normalement sur 2-3 jours sans problème, et on peut même rester plus longtemps si la tendance se développe. Mais ça marche assez correctement, oui. Mais plus les tendances sont longues, mieux ça marche. Plus vous avez de chances de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Voilà, alors, je ne sais pas quelle heure il est, parce que de toute façon, j'ai plein de Il est slides. 20h15. Ah bah oui, il faut s'arrêter, misère. Mais
le prochain webinaire qu'on va faire, ça sera à nouveau autour de ce sujet, parce que c'est un sujet qui, comme il Mm. demande de l'expérience, il faut en parler beaucoup, il faut tenter beaucoup de choses, etc. Et on le fera non pas avec des trucs que j'ai déjà présélectionnés parce que je trouvais qu'ils étaient intéressants à discuter, mais avec des graphiques du marché sur les valeurs que vous me demanderez. Voilà. On regardera certainement le CAC, le S&P, mais peut-être l'euro-dollar, j'en sais rien. Je vous lancerai avec quelques graphiques que j'aurai déjà vus et puis après, on fera en fonction de ce que vous voulez. Et donc, il y avait une demande que tu gardais pour la fin, Maëva. Exactement. C'était à savoir quels ouvrages tu recommandais en analyse technique ou sur le chartisme. Voilà. En français ou en anglais? Ah alors, excellente question. Bah, précise peut-être les deux, hein, pour ceux qui sont à l'aise en anglais et puis pour ceux par contre qui préfèrent que du français. Bah écoutez, en français, le livre le plus complet et le plus sérieux, c'est le Béchu Bertrand Nebenzal chez Economica. Il est un peu chiant, hein, mais parce que il est sérieux, quoi. Enfin, mais les choses sont correctement exposées. Et en anglais, celui que je préfère, mais il y en a plein des bons en anglais, hein. Mhm. Mais celui que je préfère, c'est ah voilà, ça y est, j'ai un trou. Hum, 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 hum. Oh mince, mince, mince. Ah bah je me souviens plus. Maëva, est-ce que tu as le nom de la Mais au pire, personne? Ça va me je revenir, mais pourrais, oui, à oui, 8 voilà, heures je et quelques, pourrais. j'ai des trous. N'hésitez pas à m'envoyer un email, c'est maeva.chazal@ig.com. Et puis moi, comme ça, je verrai demain avec Valérie et puis je vous enverrai les références. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un Oui, email. il y a Kirkpatrick, mais il y en a un deuxième. Kirkpatrick, ça s'écrit K-I-R-K et puis Patrick. C'est tout en un seul mot, hein. Et puis Patrick, P-A-T-R-I-C-K. Euh, mais il y en a un autre, hein, pardon. Voilà, Martin Pring, P-R-I-N-G. P-R-I-N-G, Martin Pring. Ça, c'est la Bible. Et maintenant, il est traduit en français, on me dit. Ah ben voilà, traduit en français en plus, c'est parfait ça. L'analyse technique expliquée, Technical Analysis Explained. Parfait. Mais ça, Et c'est on te vraiment demande une opinion super. très bien Oui, sur les livres de François Baron. Est-ce que tu as lu? je Est-ce que connais c'est pas et j'ai pas lu. d'accord? Je Ok. sais pas. Voilà. Moi, je connais les livres qui sont au programme des institutions d'analyse technique pour passer les examens. Parce que j'ai enseigné l'analyse Mm. technique, j'ai passé mes examens, donc j'ai travaillé dans les ouvrages de référence. Après, des ouvrages qui sont écrits par plein de gens, il y en a à l'infinité. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est pas les ouvrages de référence. Et c'est pas mon avis à moi, hein, c'est l'avis du Mm. corpus des analystes qui se réunissent pour dire Tout à ce qui fait. fait, Un ce qui fait consensus assez large. beaucoup plus large, de gens qui sont très instruits. Voilà. Voilà. Bon, donc, bah, écoutez, je vous souhaite de pratiquer, prenez des notes, revenez sur vos erreurs pour les comprendre, et puis on se retrouve dans 3 semaines, je crois, un truc de ce goût-là, et comme ça, ayez des questions et voyons ensemble plus d'exemples. Voilà. Exactement. Et on fera une mise en pratique, en direct sur les graphiques. Voilà. Ben, merci Voilà. à tous d'avoir participé. Ce sera disponible dès demain en replay sur IG Academy. Donc oui, oui, hein, pour répondre à ce, c'est enregistré et puis on le mettra également sur notre chaîne YouTube. Merci à vous pour votre participation. Merci Valérie une fois de plus et puis à très bientôt. Bonne soirée.